Tu me trouves beau, Florence? Ouais, la chinoise. Avec mes petits poils blancs qui poussent. Ah ouais, t'as raison. C'est les soucis. J'ai déjà perdu mes cheveux et maintenant ma barbe devient blanche. J'ai un très très bon making-of. Laurence, bienvenue. Bonjour Romain. Merci d'intervenir dans cette librairie. Bonjour à tous. Alors Laurence, tu es dans notre réseau depuis quelques années maintenant, en 2018, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Je reste encore une jeune. Exactement. Et tu es philosophe, Oui. maître de conférences, auteur, et tu interviens aussi à la radio, assez souvent. C'est important de le signaler. Et du coup, on te reçoit aujourd'hui pour Être quelqu'un de bien, édité aux éditions PUF, qui est sorti en 2019, mais au vu du titre, on peut se dire que c'est toujours bien d'actualité. Alors, on va dérouler cette capsule sous différents angles. Tu vas nous présenter. Je vais te demander de nous présenter ça avec un petit objectif de temps. Je serai le père Fouras de la présentation. Après, on pourra discuter un petit peu sur cette notion d'éthique qui revient énormément ces derniers temps. Et ensuite, tu pourras nous partager tes ouvrages, tes essais incontournables. C'est la question qu'on demande à tout le monde à la fin de ce temps. Eh bien, Laurence, je t'en prie, je te laisse pitcher Être quelqu'un de bien. C'est à toi. Alors, comment j'ai eu l'idée de ce livre? C'est parti d'un étonnement et d'une gêne. Je vais commencer par l'étonnement. L'étonnement, c'était de voir combien le cinéma, les séries, arrivaient à donner à la morale une force dramatique, une puissance cinématographique. On pourrait presque dire que la plupart des films, quand ce ne sont pas des histoires d'amour, ce sont des histoires de méchants et de gentils. Les séries, pareil. Je pourrais même dire les romans, d'une certaine façon. Donc, mon étonnement était le suivant. Comment se fait-il que la morale soit la matière des histoires les plus prenantes, pas seulement des histoires de cow-boys, mais des histoires, la plupart des histoires, et qu'en même temps, dès qu'on dit morale, on a l'impression d'une chape de plomb, d'une leçon de morale, d'un moralisme, de quelque chose d'autoritaire, de terme, d'un peu triste, de culpabilisant, de pas drôle. Donc voilà, ça c'était l'étonnement. Et puis la gêne, parce que je vais vous parler vraiment sincèrement, c'est que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir un papa gentil et ça m'a posé problème parce que j'ai plus mon papa maintenant, donc je ne peux plus m'expliquer avec lui. Mais ça a été difficile pour moi parce que j'avais l'impression que pour être quelqu'un de puissant, il fallait pas être gentil. Donc c'est pour ça qu'il y a le titre, être quelqu'un de bien, et le sous-titre, philosophie du bien et du mal. C'est donc interroger à la fois la morale et la gentillesse. Et donc avec la gentillesse, la méchanceté aussi. C'est un pitch qui me prend à contre-pied. Je n'avais pas prévu qu'on partirait de manière aussi profonde, mais c'est intéressant que tu puisses nous expliquer ta démarche qui, à mon sens, se ressent bien. Alors, je vais remettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc, tu as parlé des cow-boys. Oui. Avant qu'on rentre un petit peu plus en détail, je voulais t'interroger sur la couverture, qui, moi, m'intrigue parce que je pense qu'on peut lui donner plusieurs interprétations. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix de couverture ou du but peut-être de cette couverture? Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mis le feu? Je remonte. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça avant de rentrer dans le vif? Alors, en fait, dès que j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre, j'ai eu l'idée de la couverture. Donc, rien ne t'échappe, Romain. Donc, tu as vraiment mis l'accent sur quelque chose qui était très important. Et je dois remercier mon éditrice d'avoir accepté cette couverture. Alors, cette couverture, elle est extraite d'un de mes films cultes qui s'appelle Homesman, de Tommy Lee Jones, et avec Tommy Lee Jones, et la silhouette sur laquelle tu t'interroges, c'est celle de Tommy Lee Jones. Et pourquoi j'ai choisi cette couverture? C'est vraiment, je te le dis, hein, dès que j'ai commencé à me dire je vais écrire sur la morale, j'ai pensé à cette couverture. D'abord parce que c'est un western. Et comme je le disais, le western est finalement ce qui a magnifié la morale, jusqu'à un certain manichéisme. Il y a le bien, le mal, et il n'y a pas de zone intermédiaire dans le western. Et c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, parce que ce film de Tommy Lee Jones est vraiment extraordinaire,
tout comme l'est son premier film qui s'appelle Les Trois Enterrements de Melquiades Estrada, qui est aussi un western, mais on pourrait dire un post-western, c'est-à-dire c'est vraiment un renouvellement de fond en comble de ce que c'est que le western. Et ce qui m'intéresse, c'est exactement ce que tu as soulevé, c'est-à-dire que fait-il? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il a mis le feu? Et si c'est le cas, alors je ne devrais pas le dire parce que j'aimerais bien que les gens qui n'ont pas vu ces deux films-là aient le plaisir de le voir, mais il a mis le feu. Et ce qui m'intéresse, c'était de renouveler l'image, le portrait, la figure du gentil. Le gentil n'est pas un béni oui-oui. Le gentil n'est pas un faible. Le gentil n'est pas gentil parce qu'il ne pourrait pas être autre chose. Le gentil est celui qui est capable de mettre le feu. Et pour moi, la gentillesse, c'est un incendie qu'on allume sur Terre. C'est vraiment l'incendie de la gentillesse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un seul acte gentil, un seul acte bon, c'est une flamme. Et c'est une flamme qui ne s'éteint pas. Et ça peut être aussi un incendie qu'on allume, c'est-à-dire que se lever pour dénoncer une injustice, une calomnie, une façon dont l'homme traite l'homme, c'est allumer un incendie. Et c'est exactement ce que fait Tommy Lee Jones sur cette image, cette photo bien précise. Il vient d'allumer l'incendie de la bonté. Mais, et puis c'est très bien, parce que pour ceux qui ont peut-être un a priori sur la philo, de se dire c'est quelque chose d'un peu inaccessible par rapport à mon parcours ou j'en sais rien, ou par rapport à on se dit que là, ça rend finalement la philo assez accessible à travers différents supports. Et c'est très drôle, mais la première phrase, c'est Tommy Lee Jones, philosophe. Ouais. Donc, c'est bien de le préciser. Alors, après le défi que tu as brillamment relevé du pitch rapide, je vais te demander si, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'il nous faudrait des semaines et des semaines, est-ce que tu fais partie du courant des philosophes, des penseurs, qui associent finalement l'éthique et la morale, c'est au même plan, ou est-ce que toi, tu penses ou tu fais une distinction entre l'éthique et la morale? Alors voilà une autre très bonne question. Spontanément, je te dirais qu'il n'y a aucune différence entre morale et éthique, sauf que la morale vient du latin, et éthique qui fait peut-être un peu plus snob parce que ça vient du grec. Pour moi, il n'y a aucune différence. En revanche, je suis obligée de noter le fait qu'on préfère parler d'éthique que de morale. Comme si, me semble-t-il, la morale était quelque chose qui venait d'en haut, donc autoritaire, alors que l'éthique viendrait de l'intérieur, de soi-même, comme d'un élan du cœur. Donc la morale serait celle de l'obligation, des devoirs, des commandements et donc de la culpabilité. Alors que l'éthique serait celle du cœur, des émotions, des sentiments, de la sympathie, et donc aurait quelque chose de beaucoup plus acceptable. Je prends en compte le fait qu'il y a une réticence à parler de morale. Je le disais dès le début, dès qu'on entend morale, on a l'impression d'entendre le son de morale, mais je veux montrer que c'est la même chose. Je veux montrer que la morale vient tout autant du cœur, que la morale est tout autant un élan, que la morale me requiert, moi, en propre, même si, et ça m'a semblé important, même si le bien et le mal ne dépendent pas de moi. Ils s'imposent à moi, c'est-à-dire que le bien, je ne le fais pas parce que j'y trouverai une envie, un plaisir, un confort, un élan, une sympathie. Bah non, le bien me requiert quoi que j'en pense, d'une certaine façon. Et quelle que soit mon envie. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre au jour. Et si vraiment je devais faire une différence, ça serait que l'éthique serait la réflexion sur les moyens concrets qu'on peut mettre en œuvre pour faire de la morale. Mais fondamentalement, je ne veux pas en faire parce que un de mes objectifs principaux, c'est de réhabiliter la morale. C'est de montrer qu'elle est une expérience fondamentale et une expérience de liberté. Est-ce qu'il y a une notion peut-être plus personnelle pour l'éthique et une notion plus collective pour la morale? Est-ce qu'on peut associer ça? Finalement, de se dire la morale, c'est la morale commune d'un peuple, d'une famille, j'en sais rien. Et finalement, l'éthique, c'est comme un entonnoir, c'est ce qui va ensuite, moi, me guider. Mais effectivement, la morale générale me meut un petit peu. Alors écoute, je souscrirais absolument à ce que tu viens de dire, à une seule condition, de ne pas faire de différence entre éthique et morale. C'est-à-dire que même la morale qui semble me contraindre,
me dire il faut que tu fasses, c'est comme ça que tu dois agir, eh bien, elle me demande d'y adhérer. Elle me demande beaucoup plus qu'une adhésion, elle me demande un engagement. Il y a toujours un choix dans la morale. Il y a toujours une décision de soi. Quel type je vais être? Quelle fille je vais être? Et dans l'éthique, même la plus personnelle, il y a toujours quand même cette idée que le bien et le mal, alors je vais employer un grand mot, hein, mais le bien est une transcendance. C'est-à-dire, il ne dépend pas de moi, que ce soit bien ou pas, même s'il dépend de moi de faire le bien. Voilà, je te le dirais comme ça. C'est-à-dire que dans toute morale, il dépend quand même de moi de faire vivre la morale, donc ça serait une éthique. Et même dans toute éthique, même la plus personnelle, ça ne dépend pas de moi de dire ce qui est bien ou mal de faire. Donc il y a de la morale dans une éthique. Je dirais Alors, alors c'est très bien. On va garder cette définition pour dire que finalement, aujourd'hui, euh, on parle d'éthique, d'engagement sociétal d'une entreprise, d'entreprise à mission, enfin, tout ce genre de choses. absolument. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, tout ce qui se passe, on demande encore plus d'engagement de nos dirigeants. Donc, on va peut-être arrêter de mettre ce mot éthique comme un mot un petit peu inatteignable ou avec un enjeu très fort et que finalement, à cet endroit-là, intervient la morale du dirigeant. Après, on la discute, qu'elle soit bonne, pas Oui. bonne, peu importe. Mais du coup, peut-être arrêter un petit peu d'alourdir cette espèce d'engagement avec ce mot éthique qui, à ton sens, si j'ai bien compris, est un petit peu trop fort par rapport à ce qu'on attend d'une personne. C'est trop engageant. En fait, éthique voudrait dire qu'on n'a pas le droit d'y déroger. En fait, l'éthique, employée dans ce sens-là, présuppose qu'on est déjà quelqu'un de bien. Oui. Alors qu'à mon sens, on ne sait pas de quoi on est capable. Et qu'on n'a pas le droit à l'erreur en plus. Et voilà, non seulement, je ne crois pas, je le dis autrement, je ne crois pas qu'il y ait une nature mauvaise ou une nature bonne. On peut être le pire des salauds et être capable d'un acte bon. On peut être quelqu'un d'absolument formidable et sympathique et être capable de la pire des horreurs. Parce que la morale, c'est un choix et une liberté. Donc, je suis à la fois absolument innocent au moment où je dois accomplir un acte bon et absolument coupable parce qu'il dépend de moi. Donc voilà, je pense que l'éthique présuppose qu'on est déjà moral, alors que pour moi, on devient moral en étant moral, en accomplissant des actions morales. Et puis, je pose la question, pourquoi un dirigeant d'entreprise ne serait pas quelqu'un de bien? Est-ce que parce qu'on est dirigeant, donc un chef, est-ce que parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, donc de l'économie ou de la finance, C'est ça. la question morale ne se poserait pas? Et moi, je la renvoie, dans mon expertise, je la renvoie aux dirigeants, au club. Est-ce que quelqu'un de bien ne pourrait pas être un chef d'entreprise? Est-ce qu'un chef d'entreprise n'a pas à être aussi quelqu'un de bien? Dit encore autrement, est-ce qu'on suit vraiment un chef, un dirigeant, quand il n'est pas quelqu'un de bien? Est-ce qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien peut fédérer sur la durée? Je ne crois pas. Exactement. Je crois pas. Alors, justement, on va rebondir sur cet enjeu financier finalement où on se dit, alors à tort peut-être, hein, je ne m'engage pas et je ne t'engage pas dans ce sujet-là, mais les dirigeants du CAC 40, par exemple, qui brassent des millions d'euros, ne pensent qu'à ça, ne sont là que pour faire du profit. Et justement, on sent que la loi intervient pour essayer de rééquilibrer tous ces genres d'engagements. On en parlait juste avant, la loi Pacte, enfin, ce genre de choses. Mais on est d'accord que ce côté être quelqu'un de bien, donc nos actions, évoluent aussi en fonction du cadre dans lequel on est. Est-ce que dans un endroit où la misère est assez importante, on a besoin de faire de l'argent coûte que coûte, et c'est finalement être quelqu'un de bien sur l'instant, parce qu'il essaye de sauver des gens, enfin de nourrir des gens. Et est-ce qu'après coup, il se rend compte que ce qu'il a engagé cause des dégâts, il doit rétablir? Mais est-ce que cette notion de bien, d'engagement moral, dépend aussi d'un contexte plus que d'une personne? Alors, j'aurais tendance à te répondre sur la toute fin de ta question, qui est une question massive. J'aurais tendance à te dire, ce sont toujours les personnes qui comptent. En fait, on change le monde, mais même modestement, hein. Moi, je parle vraiment d'actes bons, le plus modeste qui soit. Mais on change toujours le monde à partir de l'action d'une personne. Je crois vraiment que la personne reste au centre et que quand on dit que le contexte est plus fort que la personne, je me demande s'il n'y a pas une manière d'esquiver. Ses responsabilités. Ouais. En tout cas, d'esquiver ce que j'appelle moi l'hésitation morale, ce qui fait que je me demande, c'est bien ce que je fais ou
Est-ce que je vais vraiment le faire ou est-ce que finalement, c'est pas tellement à faire? Et puis, pour répondre à la première partie de ta question, je pense que toutes les diabolisations sont mauvaises. Mhm. Parce qu'à la fois, elles nous excusent et elles nous accusent, les deux à la fois. Elles nous accusent comme si vouloir faire du profit ou de l'argent était nécessairement mauvais. Comme tu l'as dit, sur le moment, dans certaines situations, ce qu'on demande à la personne, aux dirigeants, c'est de faire de l'argent. Mhm. Et en ce sens-là, c'est un acte moral de faire du profit et de l'argent. Donc, arrêtons de diaboliser dans le sens où ça nous accuserait. Mais arrêtons de diaboliser aussi parce que nous donnerait une forme d'absolution un peu facile. C'est oui, mais quand même, il faut faire de l'argent. Oui, mais quand même, il y a des réalités. Oui, mais quand même, on n'est pas là pour faire de la morale. Bah si. C'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer dans ce livre, alors c'est peut-être pas confortable, hein, mais c'est que la morale c'est pas quelque chose qui est réservé au dimanche matin ou au samedi soir ou au moment où on va bien. La morale, c'est pas une partie de la réalité qui viendrait s'ajouter à elle, c'est pas les coulisses de la réalité, c'est pas quelque chose qui est lié à certains moments fatidiques de grands choix moraux. La morale, c'est le réel. Parce qu'exister, c'est exister moralement. Je crois que dans une journée, on n'arrête pas de faire des mini-actes moraux. Tout est décision, tout est choix, tout est manière d'être, choix de celle que je veux être. Donc, en fait, le dirigeant, c'est pas parce qu'il se trouve dirigeant d'entreprise qu'il faut diaboliser, donc l'accuser, et qu'il faut l'excuser. Je crois que le dirigeant, il a ni excuse, ni accusation à supporter. Euh, il est capable, je Ouais. crois, d'être à la fois celui qui doit mener une entreprise à son profit et en même temps être quelqu'un de bien. C'est pour ça que j'essaie, alors du coup plus dans l'expertise que dans ce livre, même si j'en parle Mhm. dans ce livre, de parler d'un charisme de l'exemplarité. Je, je crois que c'est amené à avoir la vie longue, je crois, dans notre situation. C'est quoi l'exemplarisme ou le charisme de l'exemplarité? Bah, c'est d'abord être soi quelqu'un de bien, c'est-à-dire faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. La notion de cohérence. De cohérence, voilà. Et la notion de reddition de comptes, c'est-à-dire qu'effectivement, le dirigeant, il rend des comptes économiques, il rend des comptes de ce qu'il fait, mais je crois que ce faisant, il rend aussi des comptes dans une forme de moralité. Rendre des comptes, c'est déjà être quelqu'un de bien. Tu vois, je privilégie l'idée de rendre des comptes à celle de transparence. Parce que je ne suis pas certaine que la transparence rend forcément morale, mais je crois que le fait de se sentir comptable, de rendre des comptes, oui, c'est déjà entrer dans les terres de la morale. Mais pour essayer de traduire peut-être un peu, pas de traduire, mais de comprendre ou d'expliciter ça, on est d'accord que quand tu parles de rendre des comptes, c'est finalement assumer ce qu'on fait. Ah oui, Parce que absolument. la transparence, effectivement, regardez, je fais ça à l'instant T, et puis faites-en ce que vous voulez. Que rendre des comptes, c'est-à-dire, j'ai fait, et on peut l'apparenter à ce qui se passe depuis un certain temps pour nos dirigeants dans les entreprises avec le Covid, c'est que finalement, à l'instant T, je fais ça, je vous explique pourquoi je le fais, et après, on verra. C'est bien de faire cette distinction-là parce que c'est vrai que l'exemplarité, c'est pas forcément être quelqu'un qui fait tout de manière exemplaire, à qui on ne peut rien Absolument. reprocher. Être exemplaire, c'est être cohérent et assumer ce qu'on fait, même si. C'est une erreur. C'est-à-dire que pour moi, le charisme de l'exemplarité du dirigeant, euh, consiste aussi, quand c'est le cas, à dire je me suis trompée. Ou bah, peut-être que le télétravail, on l'a mal agencé dans l'entreprise, peut-être que je vous ai demandé trop de présence ou trop de distanciel. Mais par rapport à ce que tu disais aussi au début, quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur et qui n'en a pas commise. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de ce qu'il fait, en bien comme en mal. Et je pense que pour rejoindre cette idée d'exemplarité, pour moi, le dirigeant exemplaire, c'est celui qui ne fait pas défaut. Alors, il peut se tromper, mais il ne fera pas défaut, c'est-à-dire qu'on peut compter sur lui, y compris pour dire, bon là, ça allait pas. Mhm. Là, j'ai fait quelque chose, c'était à refaire. Je vous le dis, on peut y réfléchir ensemble, mais je dis que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Pour moi, c'est ça l'exemplarité. C'est dit autrement, quelqu'un de bien ou un dirigeant qui serait quelqu'un de bien, c'est pas un saint. Non.
C'est pas un expert non plus. Alors, je vais dire quelque chose qui est affreux, vous me le permettez. Je pense que on a trop misé sur les experts. L'expert, c'est celui qui sait tout et qui a la réponse à tout, mais dans un domaine donné. Alors que pour moi, le dirigeant, il n'a pas la réponse à tout. C'est pas un expert, mais c'est quelqu'un d'exemplaire. C'est-à-dire, même quand il se trompe, il est là. En fait, c'est quelqu'un qui est là. Même quand il se trompe, il est là. Alors, pour conclure, peut-être je vais te poser une dernière question sur cette partie-là, parce que le temps file et avec toi, on pourrait rester très longtemps. Est-ce qu'on peut donc parler d'engagement moral du dirigeant envers ses collaborateurs ou envers l'identité de son entreprise ou la mission qui s'est donnée, avec effectivement les allers-retours, les hauts, les bas, mais il y a un engagement moral? Oui, je pense qu'il y a un engagement moral, ce qui fait que tout le monde ne peut pas être dirigeant. Enfin, moi, je crois vraiment qu'il y a des talents de chef. Il y a un engagement et il y a une réciprocité. C'est-à-dire que je pense que le dirigeant s'engageant et montrant qu'il s'engage, sans avoir peur de l'erreur, je le redis, engage les autres. Les autres, oui. Mais je pense que du coup, ça instaure une réciprocité, c'est-à-dire qu'au lieu d'isoler le dirigeant, je pense que le pouvoir isole, alors que l'autorité, la figure d'autorité, fédère et peut même transporter. Alors oui, il peut y avoir une fatigue du dirigeant, parce qu'effectivement, il porte sur ses épaules le fait que ce qu'il fait, il l'assume, ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il fait, il le dit. Donc oui, il peut y avoir une fatigue, mais je crois qu'en même temps, il y a une forme, enfin j'ose le mot, il y a une forme de beauté à être un chef. C'est déjà parce que c'est un vrai talent. Le talent, ça se cultive, hein, je pense que ça s'apprend, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se cultive. Et il y a une vraie beauté dans le sens où on est capable d'instaurer cette réciprocité dans les relations. Il n'y a pas que l'amour qui est fondé sur la réciprocité, il n'y a pas que l'amitié. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une forme d'autorité d'être un chef qui instaure une réciprocité. Ouais, moi, de toute façon, tu sais que je suis toujours d'accord avec toi sur ces notions de cohérence, pas forcément de transparence, en effet. Donc, c'est bien, je suis content de t'avoir reçu pour parler de ça, parce que je pense que c'est un message important aussi pour les dirigeants, surtout en ce moment. Oui. Cette notion d'exemplarité le droit à l'erreur, la réciprocité, c'est aussi important. Donc, je pense que ça sera utile, en tout cas, j'espère. Et c'est très bien. Je suis très content d'avoir abordé ça. Romain, si tu permets, parce que tu te permets. C'est vraiment pas une question de pouvoir. Non. C'est-à-dire que c'est pas en réarmant le pouvoir du dirigeant, mais en fait, c'est en donnant de l'envergure à son autorité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hannah Arendt, mais c'est une femme philosophe, il n'y en a pas 10 000, donc je vais citer une femme philosophe, qui dit que quand il y a pouvoir, il y a une faillite de l'autorité. Et je pense que les dirigeants, plus que jamais, ont dû l'expérimenter parce que le distanciel, le télétravail, ça fait qu'on n'est pas là pour montrer qu'on a le pouvoir. Mais on l'a quand même, en n'étant pas là. Ah non, mais cette période soulève, à mon avis, beaucoup de questions. Et des expertises comme la tienne et d'autres permettent sûrement aux dirigeants d'y voir un petit peu plus clair et puis surtout de prendre un petit peu de recul, parce que la tête dans le guidon en ce moment, c'est plus que jamais. Et ils en ont besoin. Donc, merci Laurence pour cette partie qui était très claire et j'espère en tout cas passionnante et qui vous a passionné. Là, on va parler un petit peu plus de toi, comme je pose à tous les intervenants de cette librairie, la bibliothèque idéale. Et je précise, suite à notre échange à l'instant, la bibliothèque idéale que tu vas nous présenter est peut-être un engagement moral vis-à-vis de nous et quelque chose qui te représente, peut-être un petit peu. Donc, as-tu 3, 4 œuvres qui te semblent majeures, des essais ou finalement même des films, après tout, pourquoi pas, qui font partie de ta médiathèque, comme ça on va élargir le point, idéal? Alors, idéal, j'ai déjà dit Tommy Lee Jones comme réalisateur. Je pense que c'est vraiment un très, très grand. Et avis à tous ceux qui pourraient me donner son adresse, parce que, pas par vanité, mais j'aimerais lui envoyer mon livre, au contraire, pas en hommage. Écoute, il y a une façon de te répondre qui est très sincère et puis une autre qui est un peu plus classique. Il y a une façon de te répondre très sincère, c'est que moi, j'essaie de piocher la philosophie tous les jours un peu. C'est-à-dire, j'ouvre les livres au hasard et je lis 5 lignes de philo, mais vraiment, je m'en imprègne.
Moi, je ne suis pas pour la lecture en continu. C'est affreux, il ne faut pas le répéter. Il ne faut surtout pas Si, il faut le dire, c'est faut très pas le dire bien. à mes étudiants, mais j'arrive à leur dire. Je crois qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas l'attention nécessaire pour maintenant lire des livres en entier, mais je pense qu'il faut tous les jours au moins essayer d'avoir une lecture à soi. Pour moi, ma bibliothèque idéale, c'est une lecture à soi. C'est-à-dire vraiment 5 lignes où on ne m'a pas dit de les lire. Ce n'est pas le dernier Goncourt qui ne vaut pas la peine, entre parenthèses, mais vraiment quelque chose où j'y vais par mes goûts et mes dégoûts. J'insiste là-dessus parce que moi, j'ai tendance à être très, très affirmée, radicale dans mes goûts et mes choix. Et j'essaie de tordre le bâton dans l'autre sens et d'aller lire des philosophes que j'aime pas tellement. J'aime pas tellement les sceptiques, par exemple, Hume ou les Anglais. J'ai du mal à comprendre et je me force à le faire. Donc, je crois qu'il faut surtout cultiver, ma bibliothèque idéale, c'est vraiment cultiver 5 lignes à soi par jour. Mais maintenant, si je te réponds de façon plus classique, mais tout aussi sincère, j'ai rencontré 2 auteurs assez jeunes qui n'ont rien à voir. Je crois qu'ils sont vraiment les opposés. Et depuis, j'ai eu du mal à m'en défaire. Donc, il y a Descartes que j'ai lu jeune, avant de le lire en classe de terminale. Donc, je l'ai lu avant. Et ça a été, et je dois le dire, ça a été une révélation pour ma vie entière. Donc, je suis loin d'avoir les 15 ans où je l'ai rencontré. Mais il m'a guidée dans ma vie. Je ne dis pas ma vie philosophique, je dis ma vie. Parce que je ne fais pas de différence. Et puis, j'ai lu aussi beaucoup trop tôt, donc ça, c'est la faute aux parents qui laissent traîner des livres comme ça. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, je m'en souviens. J'ai presque rien compris. Mais j'ai trouvé que c'était un livre qui ressemblait à rien d'autre. Ce n'était pas du roman, je ne savais pas ce que c'était. Et ça m'a énormément perturbée pour plein de raisons dans ma vie intime. Nietzsche a mis le bazar et je pense que c'est bien de se trouver un auteur qui met le bazar dans votre vie. Je pense qu'il ne faut pas lire pour être conforté. Je pense qu'il faut lire pour que ça fasse mal. Un auteur qui ne vous dérange pas n'est pas un bon auteur. Donc moi, c'était Descartes et Nietzsche. Laurence, on va clôturer, mais je pense que cette phrase de fin est le mot de la fin, notamment même pour les expertises dans notre réseau. Et là, je m'engage en disant ça. Il faut effectivement qu'on puisse avoir accès à des choses qui nous confortent par moment, mais aussi des choses qui nous bousculent, qui nous dérangent et qui justement nous permettent de nous faire notre propre opinion et de aussi nous interroger sur nous, sur nos actions. Donc cette phrase de fin sur la littérature me semble être valable pour finalement tout ce qui nous touche et tout ce qui nous intéresse. Moi, je pense qu'il faut cultiver le tourment. Je pense qu'on apprend bien, qu'on apprend quelque chose quand ça nous dérange. Donc, je pense qu'il faut essayer. Alors, ma bibliothèque idéale, tu vois, je te le disais, je pense qu'il faut aller là où ça n'est pas confortable pour moi, mais j'en retirerai quelque chose. Eh ben, je pense que c'est la phrase de conclusion parfaite. Laurence, merci beaucoup. Merci Romain, merci de tes questions. À très bientôt. Merci de tes réponses. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous recevons prochainement Cécile Falcon sur une pièce de théâtre un petit peu retravaillée, réactualisée, donc Écrire Carmen, avec notamment Don Juan et cette soif de vivre, de découvrir. Donc à très bientôt dans une prochaine librairie. Et Laurence, encore merci. Merci à vous, merci à tous. Au revoir. Au revoir.